Alors, je vais vous expliquer d'abord un peu les règles du jeu. D'abord, c'est un cours commun. C'est un cours commun entre le master M1 document option ingénierie de l'Internet, le master M2 de mémoire édition et mémoire des textes, le master M2 LID, donc langue, images et documents en informatique, la licence pro de webmestre et les gens qui préparent le CAPES de documentation. Alors ça fait, comme vous pouvez le voir, un panel très différent. Vous ne vous connaissez pas tous ensemble. Ce qu'il y a de très bien, c'est que ça va être l'occasion pour quelqu'un comme moi qui est monté sur Internet en 93, qui commence à faire un bail, de s'adresser en fait à vous qu'on commence à appeler maintenant les digital natives ou la génération Y, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec une souris dans les mains. Et pour qui être connecté en réseau est devenu une activité presque naturelle. Alors tout est dans le presque. Le presque signifie, je ne sais pas s'il y a un certain nombre de choses que je vais dire vont vous être des banalités ou si elles vont vous introduire à des choses nouvelles. Tout ça, c'est le presque. Bon. Voilà, donc ça c'est le cours. L'organisation de ce cours, c'est un cours qui est prévu dans 7 amphis. Peut-être qu'on se déplacera après, mais je crois que là, c'est celui qui est le plus pratique, où il y a tout ce qu'il faut. Tous les vendredis, ou presque, donc ce n'est pas tous les vendredis, vous avez dû recevoir, sinon vous allez le recevoir, une liste des différents cours, des différents vendredis où il y a le cours. Ces cours sont filmés. Bonjour le peuple. Ces cours sont filmés pour être installés sur la plateforme du CEMU, c'est-à-dire le Centre d'enseignement multimédia de l'Université de Caen. L'idée, c'est en fait, c'est une expérience pédagogique. On ne sait pas, ça sera peut-être bien, ça sera peut-être pas bien, puis c'est à vous de nous dire aussi qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc l'idée, c'est vraiment d'accumuler en fait une série d'informations et de connaissances qui vont soit servir directement dans le cadre de la préparation du certificat informatique et Internet, le C2I, soit dans la version 2 du C2I, soit qui vont servir éventuellement à faire ce qu'on appelle des Open Educational Resources, c'est-à-dire des ressources éducatives, je préfère éducatives et pédagogiques, ouvertes, c'est-à-dire qui sont mises à disposition. Voilà, c'est des enseignants. Moi, ça ne me coûte pas plus d'être devant la caméra et de m'adresser à des gens n'importe où et de m'adresser à vous. Donc, pour ceux qui sont devant la caméra, on fait comme si on était avec les gens d'ici. Comme ça, c'est aussi simple. Voilà, donc voilà l'objectif. Il y a un site qui est associé donc, à ce cours, donc, qui va être ici. On a un lien vers la page où il y aura petit à petit tout le syllabus du cours, c'est-à-dire l'ensemble des cours. Et sur chaque cours, on a à la fois un petit texte de présentation et puis surtout à côté, l'accès aux notes de cours, c'est-à-dire l'accès aux transparents qui vous sont présentés ici, puis ultérieurement l'accès à la vidéo. Des documents complémentaires, des livres à lire. Alors à lire, vous savez, les profs ont renoncé d'imposer à leurs étudiants de lire des livres. Ça, c'était vieille époque. Donc, c'est des conseils de lecture. Et puis, des sites à visiter. Donc, pour chaque cours, il y a un maximum d'informations. Là aussi, cette information-là n'est pas figée avant le cours. Elle va être évolutive, c'est-à-dire si je découvre un nouveau livre ou un nouveau site à rajouter pour tel ou tel cours, il sera rajouté ultérieurement. Donc, faire des visites, des choses comme ça. Validation du cours. Donc, pour la validation, on a 2 choses, contrôle continu et examen. Tout le monde n'a pas d'examen. Contrôle continu, l'idée c'est de déposer vous-même des textes, des posts de blog sur le blog du cours, qui n'est pas ouvert, qui le sera d'ici la semaine prochaine. Il n'y a pas de questions pour le cours d'aujourd'hui. Donc, vous écrivez vos textes. Alors, dans un premier temps, je me demandais est-ce que ce blog est public, pas public. On va pouvoir éventuellement y réfléchir dans les questions après les interventions sur la blogosphère. Donc l'idée, c'est qu'il y aurait 7 posts à faire qui sont ciblés, c'est-à-dire qui répondront à des questions posées. Vous choisissez les questions et vous choisissez les posts et ça fait votre contrôle continu. Vous pouvez aussi vous commenter les uns les autres. C'est l'idée d'un espèce de potluck où les idées vont émerger collectivement dans le groupe. Et puis pour ceux qui ont un examen à la fin, l'idée, ça va être de faire un rapport, éventuellement en groupe, et de le présenter devant le jury.
Voilà. Donc ça, c'est le cadre organisationnel de ce cours. Alors ce cours s'appelle Culture numérique. Bon, c'est un terme qui est peu usité, notamment en France. Aux États-Unis, ils utilisent le terme cyberculture, qui est beaucoup plus général. Je vous ai mis dans les liens du cours un lien vers le site Wikipédia des États-Unis avec le thème cyberculture et un lien vers le site français. Et vous verrez qu'il y a une différence énorme. En France, cyberculture, c'est vraiment l'art numérique. Alors qu'aux États-Unis, c'est bien l'ensemble des choses que je cherche à traiter avec vous, c'est-à-dire comment en fait l'Internet est en train de modifier profondément les relations dans la société. Alors, je dis l'Internet, mais en fait, le cours s'appelle Culture numérique, et j'insiste beaucoup sur ce numérique indépendamment de l'Internet. C'est d'autant plus facile cette semaine qu'il y a 2 jours, le prix Nobel de physique a été attribué donc aux 3 personnes que vous avez ici, et il a été attribué pour les inventions qui sont liées aux capteurs CCD. Capteurs CCD, c'est tous les capteurs qui sont sur les caméras numériques, sur les appareils photo numériques, les scanners, etc., etc. Donc c'est tout ce qui permet la numérisation, soit numérisation du monde réel, soit numérisation des documents créés auparavant et qui vont connaître une nouvelle vie dans l'univers numérique et l'univers du réseau, avec toutes les conséquences qu'on va voir justement au long de ces 14 cours. Donc c'est bien comprendre que c'est le fait même de numériser qui est important et qui crée une nouvelle culture, parce que dès qu'on est numérisé, on peut circuler dans un réseau, on peut s'échanger. On a toute une série de qualités en fait aux documents numériques qui provoquent des mutations sociales. Maintenant, qui tient les rênes? Est-ce pas aussi parce qu'il y a des mutations dans la société, par exemple ce qu'on appelle la mondialisation, par exemple ce qu'on appelle la financiarisation, par exemple ce qu'on appelle la société de la connaissance? Toutes ces mutations de la société se retrouvent aussi dans les pratiques qui sont liées aux documents numériques et au réseau. Donc on va essayer toujours d'avoir les 2 points de vue. Et à mon avis, on ne peut pas interpréter ce qui est en train de se passer, parce que quand même, vous êtes tous conscients, même si vous êtes né avec une souris dans les mains, vous êtes tous conscients qu'on est sur une vague qui déferle et qui change radicalement le monde. Personne n'aurait imaginé, il y a 15 ans, que tout un chacun pourrait prendre une caméra, se filmer à bout de bras avec son téléphone mobile, dans la seconde qui suit, envoyer cette image-là sur Internet et avoir des milliers de personnes qui la voient dans les minutes qui suivent. Personne n'aurait imaginé une telle chose possible. C'est une capacité de communiquer, de s'adresser à des populations sans commune mesure avec aucun des moyens précédents. Donc personne n'aurait imaginé cet effet-là il y a 15 ans. Et moi je pense que nous sommes que sur le début de la vague. Nous sommes des surfeurs sur le début de la vague, mais elle va nous porter encore très 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 loin. On va pouvoir s'amuser très longtemps avec cette vague-là avant qu'elle finisse par déferler complètement. Donc je pense que tout ce qu'on a connu dans les 15 dernières années, nous connaîtrons des bouleversements technologiques et sociaux en corrélation à peu près aussi importants. Alors donc pour les comprendre, pas pour les comprendre aujourd'hui, mais pour continuer à les comprendre dans les développements, dans les 15 ans ou 20 ans pendant lesquels vous allez avoir encore une activité professionnelle qui, je l'espère, sera liée à l'Internet. Au moins, tous les gens qui sont en formation ici ont une activité professionnelle. Ce n'est pas seulement de la culture générale, c'est aussi votre futur professionnel. Donc les points cardinaux qui nous permettent de la comprendre, moi je les appelle technologiques. Il y a ici des gens qui connaissent plus la technique, donc qui sont des informaticiens. Mais à mon avis, sur les technologies de l'Internet, dans mon expérience, il faut vraiment se plonger à part. Il faut quelquefois oublier ce qu'on sait faire en informatique pour bien comprendre l'ensemble des technologies de l'Internet. Le point cardinal de la culture, c'est-à-dire en fait comment ce qui se passe change la relation à la culture. Le point social, c'est comment les relations entre les individus, les relations directes entre les personnes ou entre les groupes, le management dans les entreprises, comment tout ça est modifié par la nouvelle situation. La question économique, il y a des industries qui vont mourir et d'autres qui vont émerger. C'est la base de tout changement technologique majeur. Vous avez été à l'école comme moi, vous avez dû apprendre que la révolution industrielle est liée à la machine à vapeur. Voilà, à un moment donné, il y a des industries qui sont mortes et d'autres qui se sont développées grâce à des mutations technologiques profondes, des césures technologiques. Nous sommes en train d'en vivre une, donc il y aura des changements économiques radicaux, à moins qu'on les empêche.
C'est-à-dire à moins qu'on empêche de faire vivre les nouveautés économiques, par exemple en reproduisant la domination du Nord sur le Sud, la domination des grands monopoles sur les petits arrivants, la domination des secteurs installés sur les secteurs naissants. Ça, tout est toujours possible en économie. D'où ça nous renvoie à des questions de droit. Il faut toujours garder l'idée que le droit, ça n'est pas de la morale mise en code. Je sais qu'au lendemain de tous les débats qu'on a pu avoir à l'Assemblée, le débat sur Hadopi, etc., on a des gens qui font de la morale, souvent même de la morale de grand-papa, et qui disent la loi, c'est mettre en code cette morale de grand-papa. La réalité de la loi, c'est pas ça, c'est regarder la société comme elle évolue et essayer de trouver des modes de régulation entre les intérêts économiques, les intérêts de certains, les intérêts de l'ensemble de la société, et puis les pratiques sociales. Qui peut penser en France aujourd'hui qu'il y a 30 000 délinquants parce qu'ils téléchargent de la musique? Qui, à part une poignée de députés qui refusent de regarder le monde tel qu'il est? Donc, on est dans une situation où le droit va changer. Le droit va changer, il est en train de changer tout autour de nous. Et donc, il nous faut garder cette approche du droit comme à la fois ce qui était autorisé, donc ce qui fixe des règles d'usage, mais aussi ce qui doit changer dans le droit, ce qui va changer dans le droit, et puis dans l'intérêt de qui? Parce que le droit, quand il change, ça peut servir aussi bien des dominants que des dominés, rien n'est écrit. Aujourd'hui, si on vole tout ce que font les créateurs et les musiciens sans trouver une manière de les payer quand même, finalement, c'est la création, la musique, c'est les musiciens et les artistes qui vont payer. Donc il n'y a pas non plus, faut jamais oublier ces équilibres sociaux dans le droit. Donc on touche déjà de la politique. Quand j'entends politique, j'entends dire comment, en fait, l'Internet, la numérisation, la capacité de tout un chacun à s'exprimer, à participer à une grande conversation, transforme les modes de gouvernance. J'utilise le terme de gouvernance justement pour ne pas dire gouvernement, pour ne pas être dans une politique de haut en bas, mais bien pour être dans des nouvelles formes de relations qui organisent la vie sociale. Et que ce soit la vie sociale à l'intérieur de l'entreprise ou que ce soit la vie sociale à l'échelle des pays et surtout à l'échelle du monde. C'est le dernier point géopolitique. C'est-à-dire comme on a un réseau mondial qui connecte les citoyens à l'échelle du monde, mais qui déconnecte aussi les gens à l'échelle du monde, au sens où il y a des guerres d'influence qui se mènent sur l'Internet à l'échelle du monde, qu'il y a des actions militaires qui se mènent sur l'Internet, ce qu'on appelle la cyber war. C'est un réseau où les tensions anciennes entre pays dominants et dominés, entre pays du Nord, pays du Sud, entre pays ex-colonialistes et pays colonisés, ex-colonisés. Donc toutes ces tendances géopolitiques se retrouvent aussi dans la conception de l'Internet. Donc je pense qu'il faut regarder toujours sur cet ensemble inséparable à chaque fois qu'on va regarder qu'est-ce que c'est qu'un nouveau site, une nouvelle pratique sociale, quelles sont les conséquences de ce qui est en train de se mettre en œuvre. Et puis derrière, à chaque fois, je vais essayer de traiter chaque cours en un site ou une pratique sociale. Aujourd'hui, ça va être les blogs. La prochaine fois, je crois que c'est Twitter. Enfin. Et puis, quelque chose d'un peu plus général on appelle science de l'information, c'est-à-dire quels sont les fondements d'une science des documents, d'une science des médias, d'une science de la communication, et puis quelque chose de plus spécifique au domaine de l'Internet. Donc à chaque fois, on va essayer d'avoir en 3 parties l'enseignement. Alors, j'ai utilisé le terme d'Internet et je voudrais signaler que dès qu'on pense Internet, en fait, ce qu'on a l'image dans les yeux, c'est le web. Le web, ça n'est qu'une partie de l'Internet. Et donc toujours penser que derrière, j'utilise numérique pour bien penser que la photo numérique est une révolution fondamentale, Internet et non pas uniquement le web, pour penser qu'il y a d'autres aspects, la messagerie, qui reste quand même une pratique dominante sur Internet, même si elle l'est beaucoup moins parmi les jeunes générations. La messagerie instantanée, l'IM, là par contre, elle est beaucoup plus dans les jeunes générations. La télévision sur Internet, ce qu'on appelle la convergence, c'est-à-dire le fait que les anciens réseaux de diffusion, la télé, la radio, l'Internet, tout ça sont en train de fusionner dans un immense réseau mondial avec une continuité de tous les usages et toutes les pratiques de lecture. Donc le téléphone, enfin toutes les activités sont en train de converger vers ce tuyau qu'est l'Internet. Une autre mutation qui est plus récente, qui a moins des 15 ans ou 20 ans d'un Internet grand public, mais qui a un peu moins d'une dizaine d'années, qu'on appelle sous le thème Web 2.0, c'est l'idée que
que les personnes sont concernées. Enfin, on a un trépied dans le Web 2.0, s'il y a les personnes, les documents et puis les échanges, le commerce ou l'éducation, les relations. Et en fait, dans ce trépied, chacun peut interagir. Les individus sont des acteurs et des moteurs de la création de documents et de la création de relations. On peut faire fortune avec le travail gratuit des individus. Exemple, YouTube. Les gens déposent des vidéos, ça leur fait une immense collection, ils deviennent très célèbres, et maintenant ils ont dépensé beaucoup d'argent en tuyaux pendant des années, et maintenant ils vont commencer à le rentabiliser avec de la publicité. Pas les individus qui ont déposé des vidéos sur YouTube. D'accord ? Bon, on est donc dans une situation où l'activité de l'individu est complètement en interrelation avec les activités d'échange et avec les activités de documentation. On est aussi dans une période où les médias changent radicalement. Donc, tous les médias anciens sont en train de basculer sur l'Internet. À leur risque. Aujourd'hui, les journaux se posent des tas de questions pour se dire est-ce qu'il est rentable de basculer sur Internet ? Mais ils savent aussi que s'ils ne basculent pas sur Internet, ils sont morts. Donc on est vraiment dans une période d'ébullition, de changement, où les anciens médias vont devoir jouer un nouveau rôle, jouer un nouveau jeu. Ça, pour vous, particulièrement pour tous ceux qui travaillent sur l'édition et tout ça, c'est un métier passionnant. On est à un moment charnière. Parce qu'on voit apparaître par-delà les médias qui basculent sur l'Internet des web-médias. C'est-à-dire des médias complètement nouveaux qui font de la recherche, d'un appariement en fait entre le lecteur, entre ce qu'on sait du lecteur, ses centres d'intérêt habituels, et puis ce qui est proposé comme nouveau document par millions chaque jour, à chaque lecteur individuel. On peut lui proposer des millions de documents chaque jour, c'est bien évidemment beaucoup plus que ce qu'il est capable d'absorber. Donc le web média, c'est ce qui va faire de l'appariement entre ces deux choses-là. Typiquement le moteur de recherche, mais on ira certainement beaucoup plus loin. Le problème, c'est que dans cet appariement entre un document à lire et une personne avec ses centres d'intérêt habituels, il y a un tiers acteur qui vient se mêler et qui a beaucoup à gagner, c'est l'industrie de l'influence. Si on vous connaît bien, on peut vous vendre n'importe quoi. Donc on a une industrie de l'influence, la publicité, le militarisme, etc., qui peuvent venir vous influencer. Au centre, donc, on a des millions de documents. On peut imaginer que ces documents sont en concurrence, en fait, pour toucher un lecteur. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et dans le cadre de cette concurrence, il y a une espèce de point obligatoire, c'est la recherche documentaire. Et donc, c'est pas pour rien que c'est Google, c'est Yahoo, c'est ces grands-là qui deviennent les marques les plus connues de l'Internet, puisque pour accéder aux documents sur l'Internet, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous allez chaque jour passer par une requête documentaire. On a la même chose sur la télévision avec ce qu'on appelle les Electronic Program Guide, sur toutes les télévisions câblées ou les télévisions numériques. Vous avez 500 films qui sont diffusés en même temps, vous allez en choisir un. Donc il y a un pouvoir énorme à celui qui tient les clés de votre choix, les clés de votre capacité à déterminer celui que vous allez choisir parmi les 500. Il ne faut pas croire que d'en avoir 500, c'est uniquement une liberté supplémentaire. Abondance de biens nuit, dit le proverbe, c'est que devant les 500, peut-être même qu'on va se contenter de regarder le même que son voisin. En tout cas, statistiquement, c'est ce qui apparaît. C'est-à-dire, les gens, comme ils sont un peu perdus, dans leur pratique quotidienne, ils regardent tous la même chose, ce qui fait de l'audience. Vous-même et moi-même y compris. On a un web participatif. C'est-à-dire que tout le système, maintenant, est centré autour de l'idée que l'usager n'est pas seulement quelqu'un qui reçoit un document et qui le lit, mais bien quelqu'un qui va participer soit l'écriture, Wikipédia, collective, soit du commentaire en bas des blogs, soit de la promotion des documents. Donc, c'est des systèmes de vote. Vous ne pouvez plus avoir un site quelconque sans que vous ayez à voter pour ceci ou pour cela. Et donc un problème de gestion de la notoriété. Qui êtes-vous pour voter? Combien de fois votez-vous? Est-ce que tous les votes se valent? On n'est pas dans une question démocratique, on est dans une question culturelle. Le vote de celui qui sait, ce n'est pas le même que celui qui ne sait pas.
C'est comme dans la science. La science se juge entre pairs, c'est-à-dire entre gens qui savent la même chose. C'est complètement différent du vote de citoyenneté où là, tous les individus sont égaux. Alors, j'ai insisté, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, j'ai montré que la caméra CCD a eu le prix Nobel, et ce n'est pas pour rien, sur le rôle fondamental de la photographie numérique. Je ne sais pas si vous êtes un peu jeune, votre majorité, vous avez peu connu l'appareil argentique. C'est le moment où prendre des photos était quelque chose de rare, de cher. Quand on avait une pellicule, on économisait, on faisait bien attention. Là, on a un changement absolument radical, c'est qu'on va avoir un témoignage permanent de notre activité à titre personnel et de l'activité de la société et du monde à titre global et collectif. Donc ça, c'est un changement absolument radical qui induit en échange un autre changement, c'est la masse de données à gérer. Les images, c'est très très lourd en termes informatiques. Donc il va falloir inventer un système qui puisse gérer cette masse d'images. Il va falloir inventer une deuxième chose, c'est que comme ces images sont vos images personnelles, vous voulez les garder. Quelqu'un qui perd son album photo imprimé pleure. Et souvent, il a perdu les photos de ses enfants, de ses parents, sa famille, son histoire, sa propre histoire. Enfin, c'est une détresse énorme. Or, vous savez très bien que dans l'univers numérique, perdre est plus facile que d'acquérir. Perdre des documents, ça vous est tous arrivé tous les jours, au moins une fois, travailler pendant des heures sur un texte et puis voir à la fin que le système l'a bouffé et qu'on est perdu. Donc perdre en informatique, c'est beaucoup plus facile que d'acquérir. Donc il va falloir réinventer des nouveaux systèmes, c'est ce qu'on appelle le cloud computing. Mais derrière ce cloud computing, il y a à la fois des questions techniques énormes, gérer des masses de données, gérer des accès à une image parmi des masses de données. Mais il y a quand même des questions politiques, géopolitiques. Où ils vont être ces nuages de serveurs? À quel endroit? Qui va pouvoir dire un jour « Ah, mais maintenant, tout ce qu'il y a sur ce serveur, je le prends, c'est à moi ». Un État peut décider des choses pareilles. Donc on a là toute une situation où l'ensemble des critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'ensemble de ces critères peut s'appliquer à comment on va gérer, réguler à l'échelle mondiale ces nuages de serveurs. On a la vidéo. Qui aurait pensé, il y a 10 ans, que la vidéo allait devenir un mode d'expression complètement quotidien, que la vidéo est maintenant intégrée dans votre téléphone mobile, on va dire, où on peut filmer ce qui se passe et se faire filmer, et qu'immédiatement ça va être sur Internet et accessible à tout le monde, qu'on va avoir des plateformes de diffusion de la vidéo, pour l'instant en faible qualité, YouTube, Dailymotion, etc., mais rien ne nous dit que demain on n'aura pas des qualités de type cinéma ou home cinéma. Et derrière, quelle créativité est en train de se mettre en place autour de la vidéo? Ce qu'on appelle les mash-up vidéo, la capacité à mélanger des bouts de vidéo, à recréer des vidéos comme on mixe de la musique, comme on mixerait de la vidéo. Donc on a là une nouvelle source de créativité qui était inimaginable il y a 10 ans. Bon, la musique, c'est devenu une banalité de parler Internet et musique. C'est la première industrie culturelle qui a connu le collapsus de l'Internet. C'est une industrie qui est moribonde parce qu'elle a refusé, au tournant des années 2000, elle a refusé en fait de comprendre que son avenir s'était changé. Et elle a voulu reproduire son ancien mode de domination, qui n'était pas si vieux que ça d'ailleurs, qui n'avait qu'une trentaine d'années, qui avait créé les stars qui ont émergé à partir de 53, on parlera de la musique à partir de Elvis Presley, etc. Ces stars qui ont émergé, c'était un phénomène somme toute très récent et qui s'est détruit en quelques années, principalement parce que cette industrie a refusé de s'engager dans la nouveauté. Non, désolé, il faut laisser cette porte ouverte, parce que sinon il y a un courant d'air, et vous l'avez vous, vous pouvez descendre. Voilà. Bon, il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est-à-dire la capacité à construire, à garder en permanence des liens sociaux avec des individus qu'on ne croise pas ou qu'on ne croise plus ou qu'on n'a jamais croisés, d'avoir des amis virtuels. Donc là, c'est aussi une forme de sociabilité qui est radicalement nouvelle. Beaucoup de gens s'en effraient. Il y a des tas d'articles dans la presse qui s'effraient de ces réseaux sociaux en disant mais les jeunes, attends, ils ne sortent plus de chez eux, ils ne voient plus tout ça.
il y a d'autres articles qui disent mais c'est peut-être parce que les lieux de sociabilité des jeunes en dehors ont disparu. Alors c'est aux États-Unis, il n'y a plus de maisons de quartier, d'endroits où les jeunes se réunissaient. Donc quand ils sortent de l'école, ils se retrouvent derrière leur Facebook ou derrière leur Twitter ou derrière leur MSN. Et c'est une activité normale, ça continue des relations qui existaient auparavant à l'extérieur, et puis comme on n'ose plus sortir à l'extérieur, alors en France maintenant il y a une loi, on n'a même plus le droit de se réunir en bas des escaliers de l'immeuble, donc vous comprenez bien que c'est plus facile d'être sur Facebook. L'enjeu de ces réseaux sociaux, c'est bien évidemment qu'il y a des gens qui les gèrent. Jamais penser que c'est des réseaux juste d'individus généreux entre eux qui forment des petites bandes numériques. C'est qu'il y a des gens qui font de la promotion de ces choses-là, qui organisent des plateformes de réseaux sociaux, et peut-être que c'est eux qui vont tirer leur épingle du jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens dont on parle, et donc ceux qui sont valorisés en bourse, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est ceux qui organisent justement ces réseaux sociaux. Bon, il y a l'émergence de services. J'avais un plombier chez moi hier, parce que problème d'eau, et il me disait, mais attendez, là maintenant j'ai mon iPhone et je peux en permanence trouver les numéros de téléphone de mes clients. Avant il fallait que je passe par le 118, tout était long, je vous envoie votre facture sur votre mail, j'ai noté sur mon iPhone, j'ai tout, ça va partir en même temps. Enfin, on a toute une série de services qui accélèrent les relations des gens à la société, administration, commerce, etc. Donc on n'a pas fini en fait de voir les effets de ces choses-là. Il y a plein de services où vous ne voulez plus aller voir un guichet et perdre votre temps. En échange, il y a plein de services où vous avez une question particulière à poser et avoir l'espèce de robot au téléphone qui vous dit tapez 1 si vous voulez ceci, tapez 2 si vous voulez ceci, et de toute façon vous voulez autre chose. Et ça, il n'y a pas moyen de taper, puis il n'y a jamais personne qui vous répond. C'est une autre contradiction de ce mode des services numériques. Enfin, parmi les services, il y a l'argent, service principal. Comment est-ce qu'on va payer de plus en plus et comment on va avoir des monnaies qui n'existent que sur Internet? On y reviendra. Bon, la blogosphère, je parle très très vite puisqu'il y en a un exposé tout à l'heure. La naissance des encyclopédies. Qui pouvait imaginer il y a 20 ans que le premier grand succès de création de masse serait une encyclopédie mondiale, multilingue, qui traiterait de tous les domaines, depuis les fanfiction jusqu'à la physique à l'intérieur du Soleil, tous les sujets écrits par les individus qui le lisent, c'est-à-dire chaque individu peut la modifier, et donc trouver une forme de régulation pour que ce soit quand même de la connaissance qui soit proposée à tout le monde. On est dans une situation où effectivement plein de gens mettent en avant les critiques qu'il y a à faire. Les critiques, il y en a à faire sur tout. Ce qui est extraordinaire, c'est la capacité auto-créatrice de cette communauté mondiale de millions de personnes pour rendre à disposition la connaissance. Dans les quelques articles sur les 3 cours que j'ai mis ici, j'ai cité 4 fois Wikipédia. Parce que, après tout, c'est la somme de synthèse, et je l'ai lu, je l'ai trouvé cohérente, aussi bien que ce que j'aurais pu vous suggérer dans un livre ou dans un article. On a aussi une forme complètement nouvelle d'organisation de l'information. C'est-à-dire les grains d'information avant étaient organisés par des professionnels, les bibliothécaires, les documentalistes, certains journalistes, qui rendaient accessible l'information au travers de leurs commentaires, de leurs critiques ou de leurs fiches catalographiques, de leurs mots-clés, de leurs classifications. Or aujourd'hui, on a une espèce d'inversion. Chacun peut devenir un organisateur de l'information qu'il lit. Et puis redistribuer non pas seulement l'information, mais la forme d'organisation, donc ce qu'on appelle les tags, les mots-clés, que tout un chacun peut rajouter sur des documents. On a une autre logique qui est radicalement nouvelle, c'est la logique du faire suivre. Avant, j'allais acheter un livre et je pouvais effectivement le prêter à mes amis. La sociologie de la lecture nous dit que la majeure partie des livres qu'on lit nous ont été conseillés ou prêtés par des amis. Donc c'était vraiment un mode normal d'extension de la culture. Mais aujourd'hui, avec les objets numériques, quand je reçois un objet numérique, je peux le faire suivre très largement, y compris à des gens que je ne connais pas. Alors c'est certes un danger, c'est un danger pour les créateurs, parce qu'on pourrait imaginer à l'extrême, j'achète un livre une fois et le monde entier peut le lire. Je ne crois pas trop à ces histoires extrêmes. Mais c'est surtout un avantage. Et il faut toujours mesurer les dangers à côté des avantages. L'avantage, c'est la circulation de la culture.
c'est le fait que si un individu conseille un livre à ses amis, ce livre a plus de chances d'être lu. Donc si un individu fait suivre un document qu'il juge important, il a plus de chances d'être lu. Ça donne une valorisation, une notoriété nouvelle, une recommandation associée à un document. Ça, c'est une opportunité absolument radicale qui transforme la lecture. Je ne suis plus seulement un lecteur qui reçoit les documents, mais je vais avoir une lecture active, avoir envie de partager ce document. Et vous l'avez tous autour de vous, vous le faites en permanence, plus peut-être avec Rires et Chansons ou avec VDM, et puis des choses comme ça. D'accord, mais bon, aussi avec les documents de connaissance. Alors derrière, ça implique des questions de droit. Comment est-ce qu'on va mettre de l'huile pour que ça se fasse sans priver les créateurs et les auteurs? Ça, c'est une vraie question qu'on ne peut pas poser avec la morale de grand-papa. Il faut la poser avec des vraies interrogations, des équilibres à trouver, etc. La personne que j'ai mis en photo, c'est Larry Lessig, qui a inventé les Creative Commons, c'est-à-dire une des manières juridiques de trouver une solution. J'aurai l'occasion de détailler dans un cours spécifique. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions, il y a des grains qu'on va mettre en avant, il y a des nouveaux modèles d'affaires qui vont permettre d'utiliser pleinement cette capacité à faire suivre et à faire partager l'information. Alors ça se retrouve à tous les niveaux dans la publication de masse, mais aussi dans les publications scientifiques. Comment est-ce qu'on va développer, et on aura 2 cours complets sur les publications scientifiques, comment est-ce qu'on va développer un partage de la connaissance, la création des biens communs de la connaissance. Je viens de traduire, enfin de participer à la traduction d'un article de quelqu'un sur les ressources éducatives ouvertes et qui commence ainsi, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, vous remettez 15 ans en arrière et on vous pose une question, un journaliste vient et dit « On vient d'inventer un réseau qui va permettre de partager des informations et de la connaissance. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver en premier? Un partage des logiciels qui vont devenir gratuits, un partage de l'encyclopédie où on va avoir une encyclopédie gratuite faite par des millions de personnes, ou un partage des cours, de la formation, de ce que font les enseignants. Il y a 15 ans, tout le monde aurait dit bien évidemment, ce qui va arriver en premier, c'est les enseignants. C'est ce que les enseignants ont partagé, c'est déjà leur métier. C'est pour ça qu'on est filmé aujourd'hui, c'est déjà mon métier de partager ce que je sais, d'essayer de faire mon mieux, enfin de jouer le Mick Jagger de service pour que vous essayiez de m'écouter, et puis voilà. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est-à-dire les enseignants sont restés globalement à l'échelle du monde incapables de dire je fais un cours qui n'est pas mon cours, mais qui est un cours que je donne, que je mets en partage, et un autre enseignant va pouvoir le prendre, le décomposer, n'en utiliser que le début, que la fin, qu'une moitié, qu'une partie, et puis il va rajouter sa sauce à lui, et comme ça on va avoir finalement une espèce de nouveau réseau avec des ressources pédagogiques ouvertes. C'est le nouveau grand chantier qui est ouvert, il est ouvert par l'UNESCO, donc qui a fait en 2002 une conférence sur ce sujet-là. Il y a de plus en plus de débats à l'échelle du monde sur comment est-ce qu'on va inciter, favoriser ce transfert des connaissances éducatives, pas toutes les connaissances, ce sont des connaissances un peu structurées. Bon, il y a les bibliothèques numériques, alors on aura là aussi des cours sur la notion même de bibliothèque numérique et tout ce dont vous avez entendu parler si vous lisez la presse autour de Google Books, c'est la numérisation de tous les livres. Et quand je disais tout à l'heure qu'un des points de repère, un des points cardinaux qu'on va utiliser, c'est la géopolitique, vous avez bien compris dans les débats récents qu'entre la France, l'Europe et les États-Unis, derrière la numérisation par Google, il y a un débat qui est bien géopolitique, qui traverse l'Atlantique, qui porte sur des questions de financement, sur des questions de droit, sur des questions de monopole, enfin non, typiquement des débats géopolitiques. Ça, je vais sauter. Alors, pourquoi tout ceci est possible? C'est possible grâce à des outils. Je n'ai pas dit, ne me faites pas dire, n'entendez pas que c'est les outils qui créent le système. Mais le système sans les outils ne pourrait pas se créer. Donc il y a une boucle de rétroaction permanente entre les nouveaux outils qui sont rendus disponibles et les évolutions des pratiques sociales, politiques, géopolitiques, économiques, juridiques et culturelles. Parmi tous ces outils, il y a le navigateur qui est en train de devenir le point central de l'informatique. Comment un outil partiel qui était fait pour lire du HTML de documents sur l'Internet est en train de devenir en fait le cœur des futurs systèmes
d'exploitation informatique. Une question très intéressante, ça montre bien que c'est le document qui redevient au cœur de l'informatique et non pas l'application. Bon, parmi les autres outils, il y a les capteurs numériques, ce que je disais tout à l'heure, les réseaux haut débit, c'est-à-dire le fait qu'en France, plus de 70% des gens sont en accès Internet haut débit. Donc là, on est... Et puis c'est l'ubiquité, c'est-à-dire le fait que par-delà l'accès Internet chez soi, on a l'accès Internet partout, avec des mobiles, sur sa télévision, avec des consoles de jeux. Enfin, l'Internet est devenu non seulement un réseau fédérateur d'autres applications, mais lui-même, il est accessible par tous les types de terminaux qu'on peut avoir. On a tous des terminaux connectés, et ce qui s'imagine, ça sera pire. Donc, usage du mobile, absolument central. Moi, je pense que les mobiles ont des chances de devenir le livre électronique. Je ne crois pas du tout à des livres spécialisés, des systèmes spécialisés pour être en lecture électronique, mais justement au système généraliste. Ça sera soit l'ordinateur généraliste, soit le mobile généraliste de son côté. Avec le mobile intervient quelque chose de radicalement nouveau, c'est la géolocalisation. Je regarde l'heure. Bon, c'est bon, on va s'arrêter. La géolocalisation, c'est l'idée qu'à tout moment, on peut savoir où vous êtes. Ça a un avantage. On va vous donner les services qui correspondent à l'endroit où vous êtes. Ça a un inconvénient. C'est qu'on va pouvoir vous influencer en fonction de l'endroit où vous êtes. Et donc, il y a un nouveau deal à trouver, un équilibre à la fois personnel, une écologie de la communication, entre ce que ça va vous donner, des services personnalisés, et ce que vous prenez comme risque d'être influencé de manière personnalisée et géolocalisée. Les données, j'y reparlerai plus tard. Et on va vers ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est Internet of Things. Pour certains, notamment pour l'Union européenne, la Commission européenne, The Internet of Things, c'est ça le Web 3.0 dont on parle. Donc c'est l'idée que tous les objets pourraient avoir un numéro sur Internet. Votre frigidaire, votre aspirateur, votre machine à laver, vos livres, chacun de vos livres aurait son numéro propre sur Internet et pourrait communiquer avec vos appareils communicants, tant qu'ils ne vous sont pas encore branchés derrière l'oreille. C'est-à-dire que vous pourriez retrouver un livre comme on retrouve son téléphone portable en le faisant sonner. Là, vous piperiez dessus et puis dans votre étagère, il y a des tas de choses qui sont en train d'être imaginées comme ça autour de cet Internet des objets, avec là aussi des avantages qu'on peut comprendre facilement, des risques et des dangers sociaux. On va pouvoir, autour d'un individu, connaître la panoplie de tous les objets qu'il possède. Il y a un vieux proverbe qui dit « Dis-moi qui tu lis, je te dirai qui tu es ». On a là des risques, là aussi, d'influence sur des personnes qui vont avoir tous leurs objets qui seraient connus par un tiers, notamment par un tiers dont le métier, c'est de vendre de l'influence. Au bout du compte, sur tout ça, ce qui reste en jeu, c'est la définition des identités. Identité à double sens, c'est-à-dire à la fois authentification. Je présente de plus en plus des documents biométriques. Une carte d'identité biométrique, un passeport biométrique, un numéro unique qui me représente, qui est mon numéro qui sert à la Sécu, à mon permis de conduire, à toutes les activités que je peux faire dans la vie. Et demain, peut-être, ma carte bancaire sera automatique dessus. Donc là, on a une question d'authentification qui se pose et qui n'est pas, là aussi, sans danger sur la vie privée. Et en même temps, gestion de l'identité au sens, je me forge mon identité en me confrontant à ces réseaux. J'ai mon réseau social, j'ai ma playlist sur Deezer ou j'ai ma playlist sur mon iPod. J'écris moi-même, comme on va le voir tout à l'heure dans le cours sur les blogs. Enfin, j'ai toute une série d'activités qui me permettent de me construire et qui ne sont plus isolées, qui sont toujours en miroir et en relation, en communication. Donc là aussi, c'est une nouvelle définition en fait, de l'identité. Il va falloir apprendre à vivre dans cette ville numérique. Voilà. Alors c'est la fin de cette introduction qui j'ai essayé de balayer un peu tout rapidement, très rapidement, les thèmes qu'on va essayer de traiter, alors en approfondissant un peu, un par un. La règle du jeu, c'est est-ce que vous avez des questions?
qui a été un peu plus long que prévu. En principe, c'est une demi-heure d'exposé, 10 minutes de questions. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Il ne vous filme pas. Donc la question que vous m'avez posée, c'est en fait, j'ai indiqué que pour moi, Internet, ça n'était pas que le web. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je pense, si on veut, les journalistes, la télévision, dès le début de l'Internet, on cherchait quelque chose qui se voyait, qui se montrait. Le web, ça se montre. Le web, c'est presque un média où on a un serveur qui diffuse de l'information vers un lecteur. Ça ressemble beaucoup aux pratiques anciennes. En plus, le web, c'est intégrateur. C'est-à-dire, je pense que la majeure partie d'entre vous, par exemple, lisez votre courrier électronique sur un webmail, donc au travers du web. Donc le web, il se montre, il est intégrateur, et donc on finit par penser que l'Internet, c'est le web, que c'est la même chose. Or, il y a toute une série d'activités sur l'Internet qui ne passent pas par le web. Skype, par exemple, ne passe même pas par TCP/IP, il passe complètement par en dessous, par UDP, on peut se téléphoner en utilisant l'Internet, mais pas du tout les protocoles du web. La messagerie instantanée, l'IM, MSN, ça n'est pas du web. Même si on peut avoir un lecteur MSN sur une page web. Mais ça n'est pas du web, ça passe par en dessous, ça utilise toutes les compétences de l'Internet. La télévision sur IP, c'est-à-dire le fait que sur votre Freebox ou votre 9box ou votre Livebox, vous recevez aussi la télévision, c'est de l'Internet, mais ce n'est pas du web. Et ainsi de suite. Même si c'est une manière de dire, pensons à l'ensemble des applications qui disent « nous sommes connectés ». Voilà. Nous sommes connectés, nous échangeons des documents. C'est ça que ça veut dire. Et ce n'est pas uniquement des serveurs auxquels nous allons volontairement rechercher de l'information, comme c'est la logique du web. Alors, les technologies, il y a une courbe d'apprentissage. J'aurai un cours, je vous montrerai la courbe d'apprentissage. Il y a un moment donné où la technologie est là, mais c'est dur de l'apprendre. C'est-à-dire c'est dur d'avoir des professionnels capables de la mettre en œuvre. C'est par exemple un des problèmes pour l'éducation dont j'ai parlé. C'est dur d'avoir des professionnels qui maîtrisent suffisamment les techniques du réseau pour que leurs cours, ils n'aient pas à les faire deux fois, une fois pour leur classe, plus une fois pour le réseau, mais bien que ça devienne dans le même processus, etc. Donc il y a la courbe d'apprentissage. Entre le moment où une technique existe et le moment où elle est considérée comme adaptée, la moyenne, c'est une quinzaine d'années. C'est long, hein? C'est très long, hein? Mais si vous pensez à des techniques, la télévision numérique, ça fait 15 ans que ça existe. Mais ça commence seulement à être vraiment un réseau qui est adapté. La plupart des technologies qu'on considère comme étant naturelles, elles ont en général le prix Nobel qu'on a récompensé aujourd'hui pour les CCD, c'est-à-dire pour un outil que vous utilisez tous les jours, c'est des travaux qui datent des années 70-80. D'accord ? C'est pas... Donc on a beau savoir, il y a un temps d'apprentissage, il y a un manque de professionnels. Pas pour rien que dans cette fac, on forme des professionnels de l'ingénierie de l'Internet. C'est-à-dire justement des gens qui vont essayer d'être aujourd'hui avec les techniques les plus en pointe et qui vont les vendre derrière. Vous avez encore et toujours des clients qui vous demandent « Et combien ça me coûte, monsieur, de faire un site Internet ?» Ma réponse est toujours « Mais non. Combien ça vous rapporte? Pourquoi vous voulez faire un site Internet? Quel calcul de rapport vous avez? Après, on va voir. Si ça vous coûte très cher mais que ça vous rapporte beaucoup plus, c'est très bien. Si ça ne vous coûte rien et que ça vous rapporte encore moins, c'est pas grave, ça ne sert à rien. Donc, il y a aussi cet aspect-là, ce changement des mentalités. Et comme à tout moment de basculement technologique, il y a des canuts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Mon ancienne technologie d'artisan est détruite par votre nouvelle technologie industrielle. En conséquence, je vais me révolter contre votre nouvelle stratégie industrielle. Je pense que ça ne vaut rien. Bon, c'est juste que... Moi, je ne jugerai pas si c'est mieux ou moins bien. Je dis les conditions ont changé. Elles ne sont plus les mêmes à partir du moment où il y a des technologies industrielles. Et donc, les luttes, les combats, les résistances ont changé de nature, c'est tout. Aujourd'hui, elles vont changer de nature de la même manière. On pose.